Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. C'est quoi votre truc ? Plonger dans l'atmosphère magique de la vieille ville de Bienne et explorer ces lieux historiques incontournables. Véritable joyau et berceau de la ville, la vieille ville abrite la source des Romains, vénérée pendant des siècles et à l'origine du nom de Bienne. Le Ring, place plus ancienne de la vieille ville, vous offre une promenade romantique et apaisante à travers ses ruelles pittoresques, accompagnée d'un guide local, embarqué pour un voyage dans le temps et découvrez l'histoire fascinante et les anecdotes de Bienne. Profitez donc de cette immersion pour apprécier la beauté et le charme de cette ville historique. Pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois ce matin Oliver von Almen. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de cette ville de Bienne qui réserve quelques petites surprises et quelques petits secrets. Des fois, on a tendance à l'oublier. Hein. Oui, merci pour l'invitation. Avec plaisir. C'est la ville de Bienne, c'est bien sûr la vieille ville qui est important, mais on a aussi un part plus moderne. C'est une ville très ouverte et aussi, si on le sait, une ville bilingue. On est très fiers qu'on parle l'allemand et le français en parallèle. Alors, c'est vraiment 50-50 ou c'est presque 50-50. Presque 50-50, oui, hein. Oui. C'est là où commence la barrière des rejetés. On peut dire oui. Mais on n'a pas les barrières, alors on est très flexible. Bon, on a entendu parler de Bienne dans le monde entier ces jours-ci, hein, grâce à Nemo, hein, qui a représenté la Suisse au concours de l'Eurovision à Malmö. Quand on parle de musique, on peut penser aussi à Pegasus. On sait qu'ils viennent de Bienne. Et Bienne, effectivement, a cette particularité d'être bilingue, et vous le dites un peu, 50-50, et ça amène une richesse culturelle plus importante. Hein. Oui, je crois que ça ouvre aussi un peu l'horizon. La flexibilité des gens, c'est une certaine, comment on peut dire, souplesse peut-être en ville. Et bien sûr, il y a aussi des petits avantages. Il faut tout faire dans les deux langues. Ça coûte. Ça coûte aussi du temps. Mais je crois que c'est assez unique en Suisse qu'on peut voir ces choses-là sur place. Il fait bon vivre à Bienne ? Oui. Les loyers sont pas si hauts qu'à Berne. Et oui, c'est très central. 1 heure de Berne, une demi-heure de Berne, 1 heure de Zurich, 1 heure de Bâle. C'est assez central. Aussi, le transport public, c'est très bien développé. Alors, qu'est-ce que vous proposez de voir justement dans ces visites accompagnées lorsqu'on part un petit peu à l'aventure dans cette belle vieille ville de Bienne, justement ? Il y a des différents tours. Il y a un tour classique, disons, avec beaucoup d'informations historiques derrière. Et on peut découvrir aussi des places un peu cachées, ce qu'on ne connaît pas encore. Mais il y a aussi, par exemple, la nourriture, qui est quelque chose où on peut visiter des petits magasins, le chocolatier, le boulanger. On peut prendre des petites choses à manger. Et l'entrepreneur donne des informations sur son métier et aussi l'histoire de l'entreprise. C'est une ville qu'on peut découvrir. Il faut un petit peu se laisser aller et puis être un peu curieux, hein, finalement. C'est ça l'idée, hein. Oui, bien sûr, il n'y a pas une surface super grande, alors dans une demi-journée, on peut déjà voir assez beaucoup. Et il y a aussi en centre-ville, par exemple, le style du Bauhaus. Là, on fait des architectures, tour sur l'architecture du Bauhaus, qui est le style des années 20. À l'époque, c'était pas très attractif parce que c'était un peu trop moderne. Et maintenant, ça devient en vogue, ça revient très tendance et vraiment très demandé. C'est une belle région, hein, cette région de Bienne, c'est la région des Trois Lacs. Hein. On peut aussi venir en bateau. Hein. Il y a aussi cette originalité, cette proposition qui est offerte, qui est proposée en tous les cas. Oui. Alors, le nord de lac de Bienne, par exemple, avec les vignobles, on fait des dégustations guidées par un guide qui donne des informations sur la production, sur l'histoire aussi du terroir, et bien sûr des dégustations. Alors ça c'est aussi ça c'est un peu spécial, pas seulement la dégustation, mais un tour guidé avec un guide professionnel. Voilà. Et ces tours sont en français ou en allemand, on peut choisir? Oui, anglais, bien sûr aussi. Oui. Alors, comment faut-il faire pour s'organiser, pour pouvoir peut-être organiser justement une visite à Bienne? Il faut aller sur le site de l'Office du tourisme, j'imagine. Oui. Alors, on peut envoyer un mail
Sur l'adresse mail, on peut téléphoner. Directement. Ou on a aussi une plateforme de réservation électronique où on peut mettre... ça va pas pour les groupes, mais pour les individuels, on peut réserver aussi en ligne. Voilà, une belle ville à découvrir. Hein. Vous l'avez dit, il faut compter une demi-journée, plus ou moins, mais il faut se laisser aller. On y mange bien, on boit de très bons vins aussi, et puis le panorama est magnifique aussi. Oui. Et puis, historiquement, c'est intéressant. Hein. Oui, je crois il y a beaucoup, il faut pas oublier, c'est aussi la ville de l'horlogerie, les grands marques comme Rolex, Omega, etc. Ouais. Il y a le Cité du Temps, un musée très moderne qui raconte un peu l'histoire de l'horlogerie dans notre belle région. Et ceux qui aiment la nature, on peut aller sur l'île Saint-Pierre. Ouais, en bateau, c'est aussi quelque chose là. Il y a aussi des tours guidés historiques sur la thématique Jean-Jacques Rousseau, par exemple. Ça, c'est pour les gens de culture un peu plus haut de gamme. Très bien. Eh ben, écoutez, merci pour ces explications. Merci de nous avoir donné envie de venir découvrir Bienne et sa vieille ville, notamment, mais pas que, vous l'avez compris. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur j3l.ch ou l'Office du tourisme directement de la ville de Bienne. Merci Oliver von Almen, merci beaucoup d'être venu ce matin, à très bientôt. M le média, l'instant politique. Le 9 juin, les Suisses voteront sur plusieurs initiatives majeures. Parmi elles, le plafonnement des primes d'assurance maladie, une réforme énergétique ambitieuse et une initiative sur la vaccination. Les votations du 9 juin sont donc cruciales, touchant des domaines essentiels tels que la santé publique, l'énergie et les droits individuels. Les décisions prises auront des implications significatives pour l'avenir de ce pays, de notre pays. Et c'est les raisons pour lesquelles, durant 2 semaines, les lundis, mercredis et vendredis, j'accueillerai sur le plateau les représentants des différents partis dans l'instant politique. Aujourd'hui, je reçois Michael Buffat, conseiller national UDC Vaudois. Bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Comment allez-vous ? Ça va bien. Tôt, ça pique. C'est tôt. Quand on est un homme politique comme vous, on se lève tôt le matin, non ? Non, moi je me lève vers 6h, 6h30. Ah oui, mais c'est tôt quand même. Bon, je me lève à peine un petit peu plus tôt que vous. En tout cas, merci d'être avec nous. Comment vivez-vous cette période de campagne un peu, ça doit être un peu stressant quand même. Non, parce qu'on a l'habitude en Suisse, on est un pays où on vote régulièrement, donc on a l'habitude de ces périodes de campagne. Et puis c'est toujours un moment intéressant d'aller à la rencontre de la population, pouvoir discuter avec les gens des différents enjeux politiques, parce que c'est vraiment une valeur cardinale, je pense, de notre pays, la démocratie directe, que la population puisse prendre elle-même en main son destin, qu'elle puisse choisir et puis éventuellement corriger les erreurs qu'on ferait au Parlement. Donc non, c'est une grande chance pour notre pays, puis c'est surtout un plaisir pour les politiciens d'avoir des campagnes de votation. On a tendance à l'oublier, de cette chance qu'on a en Suisse de pouvoir s'exprimer. On le voit, des fois les enjeux et les objets proposés ne font pas, le grand succès. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont voter. Votre avis par rapport à ça, finalement c'est dommage, parce que c'est vraiment une chose. Ça fait aussi partie des forces de la Suisse, que la population décide elle-même, à son niveau, qu'est-ce qui est important. Ça fait partie des forces de notre pays, avec le fédéralisme, les différents niveaux, communes, cantons, confédération. Et ça, je pense, c'est ce qui a contribué aussi au succès de notre pays, que les gens en fait se sont responsabilisés par leur propre destin, qui se prennent eux-mêmes en charge et qui décident eux-mêmes quelle politique ils veulent mener. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose, une très grande force de notre pays. Puis on doit tout faire pour la préserver. Mais pour ça, c'est comme tous les droits, faut les utiliser. Et j'espère, je vous remercie aussi votre émission, contribuer à motiver les gens d'aller s'exprimer dans un sens ou dans l'autre. Mais je pense que c'est très important. Alors, 4 objets, c'est pas simple, il faut bien les expliquer. Les 2 premiers objets qu'on va évoquer avec vous ce matin, Monsieur Buffat, sont assez proches finalement l'un et l'autre. C'est un petit peu dommage qu'on vote sur ces sujets. Finalement, on a tendance à confondre les 2 premiers objets, l'initiative allègement des primes et puis l'initiative pour un frein au coût, qui sont finalement quand même un petit peu intimement liés d'une certaine manière. Là, il y a un gros travail pédagogique à faire durant toute cette période de votation, mais là, visiblement, les sondages ont l'air de vous donner raison. Alors effectivement, on a 2 objets qui concernent la santé, même 3 si on tient compte de l'autre initiative concernant la vaccination. Ouais. C'est 2 initiatives qui ont des objectifs qui sont légitimes. Effectivement, on a un problème de coût de la santé de notre pays, mais malheureusement, ces 2 initiatives, elles n'apportent pas la bonne solution. Et dans le cadre de ces 2 initiatives, le Parlement et le Conseil fédéral, on a proposé un compte projet
qui entrera en vigueur si les initiatives sont refusées. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on appelle à refuser ces initiatives, parce qu'en fait, c'est la mauvaise solution à un vrai problème. Ouais. Les sondages, je disais, ont l'air de vous donner raison quand même pour ces sujets-là. À votre avis, c'est gagné ou il faut se méfier encore de ces sondages? Il y a encore du pain sur la planche avant le 9 juin? Moi, je ne regarde pas tellement les sondages, parce que le vrai résultat, c'est le jour de la votation. Les sondages, ça ne correspondent pas forcément à la réalité. Mais je ne crois pas non, que c'est gagné. Je les ai lus en croix hier soir. Je crois que c'est plutôt l'initiative sur les primes du Parti socialiste qui est sur le ballon moitié-moitié. Mais je crois que les autres, le résultat, il est assez net. En tout cas, en ce qui concerne l'initiative du Sonde, je crois qu'on va vers un refus. Et puis l'initiative pour l'intégrité physique également. Ouais. Effectivement, l'initiative sur les primes du Parti socialiste, on doit encore en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui est important. Et puis, comme vous dites, les sondages, c'est moitié-moitié. Ouais, c'est ça. Donc ça se joue à quelques voix. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'encore une fois de plus, on sent la différence d'un côté et de l'autre, la barrière des Rushdie. Hein, on voit bien, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Il y a vraiment une. Est-ce qu'on doit continuer à voter ensemble? Parce que sociologiquement, on vit vraiment différemment. Hein. Je sais pas, peut-être que la Suisse romande, on est plus versé du côté France, où on a tendance à peut-être vouloir tout attendre de l'État. Et en Suisse allemande, on a peut-être plus cette mentalité d'indépendance et de se prendre soi-même aux mains sans forcément tout attendre de l'État. Ouais. Après, il y a aussi des fois des clivages ville-campagne qu'on peut remarquer plus que des clivages de région. Mais après, voilà, on est un pays, un pour tous pour un. Et puis, on doit... la Suisse prend ses décisions ensemble. Et puis voilà, on doit accepter aussi le verdict des urnes et de la majorité. Monsieur Buffat, j'ai reçu ici même ce lundi Monsieur Pierre-Yves Maillard, qui a une question pour vous. Michael Buffat, je sais qu'il est contre notre initiative. Ma question, c'est quel est pour lui le seuil de douleur que les familles doivent payer pour l'assurance maladie? Ou est-ce qu'il pense qu'il n'y a pas de seuil, donc on peut aller sans limite? Et s'il pense qu'il y a un seuil, à combien il le fixe? Il peut dire qu'il y aura des économies à faire, mais à la fin, ça doit se traduire sur la charge de prime. Alors, quelle est la charge de prime maximale que l'UDC veut imposer aux gens? Nous, c'est maximum 10%. Lui, c'est combien? Alors, c'est vrai qu'il y a un problème économique, mais il y a aussi un problème de la vie de tous les jours. Hein. Tout le monde est un peu cric-crac, il y a des augmentations un petit peu partout. Qu'est-ce que vous répondez à Pierre-Yves Maillard, M. Buffat, ce matin? Aujourd'hui, c'est vrai, il y a tout qui augmente, tout qui devient cher. Les coûts de la santé sont un élément qui devient cher, mais le problème, c'est que l'initiative, elle n'apporte pas de solution au coût. Elle le fait juste payer par d'autres personnes. Alors, la question que moi, j'aurais envie de retourner à M. Maillard, c'est combien de personnes on va subventionner, puis combien de personnes surtout payera. Et puis moi, j'ai envie aussi un peu de faire quelque chose dans mon combat politique, de me battre pour la classe moyenne, parce qu'en fait, c'est elle qui se retrouve toujours à devoir payer. C'est cette classe moyenne qui gagne un peu trop pour toucher des subventions, qui ne gagne pas de subventions, mais qui ne gagne pas assez non plus pour être riche. Et puis elle, c'est elle qui est toujours mise à contribution. Et avec l'initiative du PS, c'est encore elle qui sera mise à contribution, parce que contrairement à ce que pensent souvent les gens de gauche, l'argent, il tombe pas du ciel. Hein. Si la Confédération, les cantons redistribuent de l'argent, c'est que de l'autre côté, il y a des contribuables qui payent des impôts puis qui servent à financer ça. Et puis cette initiative, parce que le but du problème de la santé, il faut faire baisser les coûts. Ça, c'est la seule solution. Les prix montent parce que les coûts de la santé montent. Et si on veut la solution, ça serait de faire baisser les coûts. Et afin que les primes puissent se baisser. Donc voilà pourquoi je pense que cette initiative, c'est pas la bonne solution, parce qu'en finalité, elle fait juste payer par d'autres les primes de certains et par d'autres personnes qui sont déjà largement mises à contribution aujourd'hui. Et puis moi, un des gros problèmes aussi que j'ai avec cette initiative, c'est aussi le fédéralisme, parce que la réduction des coûts, c'est l'affaire des cantons, et que la Confédération impose aux différents cantons quelles politiques publiques doivent mettre en place, c'est aussi quelque chose qui est problématique. Je le disais en introduction, que le fédéralisme, que chaque chose se décide à son niveau, c'était quelque chose qui faisait partie des forces de notre pays. Et là, voilà, si le canton de Vaud l'applique déjà, cette initiative. Tout à fait. Mais parce qu'on l'a décidé, je l'ai moi-même voté, on a décidé ça dans le cadre d'une réforme, c'était à l'époque la RE3, on a décidé de mettre en place ce plafond à 10%. Voilà, le canton de Vaud l'a décidé, on le fait. Si le canton de Turgovie ne souhaite pas mettre ce plafond à 10%, libre à lui de décider lui-même, sa population, quelle politique publique il veut mettre en place. Mais imposer par la Confédération au canton une politique publique, je trouve pas que c'est une bonne solution. Ouais. Les coûts de la santé n'ont pas l'air de vouloir baisser, ou en tout cas de stagner. On a une étude compariste qui est sortie il y a quelques jours qui disait qu'on allait nouveau se prendre une augmentation à la fin de l'année
des primes d'assurance maladie. Donc là, il y a un problème. La solution, elle n'est pas si simple que ça, et elle est loin d'être. Bien sûr, il y a un gros problème de les coûts de la santé. Je n'ai pas la solution miracle à vous proposer aujourd'hui. Si la solution miracle existait, tout le monde la mettrait en place. Après, il faut voir pourquoi les coûts de la santé, de quelle sorte évoluent. Alors, je reviens maintenant à la deuxième initiative, c'était celle du centre, qui est faux parce qu'elle lie les coûts de la santé à l'évolution économique. Alors qu'on voit que peut-être si l'économie va moins bien, les coûts de la santé augmenteront, et si l'économie va bien, les coûts de la santé diminueront. Donc déjà là, il y a un paradoxe qui est problématique dans cette initiative. Mais par contre, les coûts de la santé, ils augmentent pour plusieurs raisons. Déjà, les gens vivent plus longtemps. Donc on a plus de personnes âgées, plus de personnes qui sont malades. Alors ça, c'est quand même aussi une bonne chose que la durée de vie ait augmenté ces dernières années. Ensuite, il y a certains quand même mauvais incitatifs qu'il faudra qu'on règle une fois aussi. Il y a peut-être des opérations qui se font encore, parce qu'ils seront peut-être pas nécessaires d'être faites. Et puis bien sûr, il y a aussi les nouveaux traitements qui coûtent de plus en plus cher, une technologie aussi qui coûte de plus en plus cher. Et là, il faudra un jour qu'on trouve des solutions vraiment pour faire diminuer un peu les coûts. Je pense pas qu'il y aura de solution miracle. Je pense qu'il faudra plusieurs petites solutions, plusieurs petits éléments qui feront que plusieurs petites niches d'économie qui feront que les coûts, en tout cas, devraient se stabiliser. Mais on devra trouver une solution parce que la population, elle peut pas être continuellement écrasée sous les primes. Et puis, on peut pas non plus faire payer par une partie de la population les primes de l'autre partie de la population. Ça, vous en êtes conscient aujourd'hui, c'est clairement. Mais bien sûr. Solutions, parce que là, il y a urgence. J'ai compté en venant. Rien que l'année passée, j'ai déposé, je crois, une douzaine de textes concernant la santé pour trouver des solutions. Hier matin, au Parlement, je défendais aussi un texte pour demander que les progrès de la technologie. Par exemple, vous savez, il y a 20 ans, vous achetiez un Attel, il était immense, et puis vous le payez, je sais pas quel prix, 2-3 000 francs, un Attel C. Et puis maintenant, tout le monde peut se payer un smartphone. On voit que dans l'économie, avec la technologie, ça profite aux consommateurs, et l'évolution, le plus grand nombre de consommateurs. Et puis on voit que de la santé, c'est un peu le contraire. Je demandais que les gains d'efficacité dans le domaine de la santé soient redistribués aux assurés, mais là, vous voyez, même le Parlement m'a pas suivi. C'est un peu compliqué. Vous parliez du centre, excusez-moi, on doit avancer. Nous parlions du centre tout à l'heure. J'ai réussi mercredi ici même, Emilio Lado, qui a aussi une question pour vous. Encore une fois, c'est surtout sur le sujet de la baisse des coûts, où autant l'UDC que nos collègues aussi du PLR soutiennent qu'il y a beaucoup d'économies à faire dans le système de santé, mais qu'ils ne veulent pas mettre cette épée de Damoclès sur les prestataires. Et c'est vrai que c'est un peu intriguant comme manière de faire. Ils nous disent toujours que oui, il faut lutter contre les coûts depuis des années, mais ils ne veulent jamais s'en donner les moyens. Que répondez-vous à M. Lado, M. Buffat ? Mais écoutez, hier j'ai fait des propositions au Parlement pour baisser les coûts de la santé, son parti m'a pas suivi. Non, l'initiative du centre est pas mauvaise sur le fond, mais elle a plusieurs inconvénients. C'est pour ça que au Parlement, on était d'accord avec la direction de l'initiative du centre. C'est pour ça qu'on a fait un contre-projet légèrement meilleur à mon sens que l'initiative, qui tient compte des objectifs de l'initiative. Où là aussi, alors l'initiative, il y a des fausses choses. J'en ai parlé avant, le fait de lier forcément les coûts à l'évolution des salaires, alors que les coûts de la santé, c'est lié à d'autres éléments. Et puis là, l'initiative du centre propose pas non plus de solution. Si vous lisez le texte, ce qu'elle dit, c'est qu'au cas où les coûts augmentent plus vite que les salaires, le Conseil fédéral doit trouver des solutions. Mais j'espère que le Conseil fédéral n'a pas tenu l'initiative pour le centre afin de continuer à chercher à trouver des solutions. Et puis, on a un contre-projet qui va aussi dans le même sens, qui dit que tous les 4 ans, le Conseil fédéral et les acteurs se mettent d'accord sur des objectifs de limitation de coûts. Et je pense que ce contre-projet est meilleur que l'initiative, d'autant plus qu'il forcera tous les acteurs à devoir justifier pourquoi les coûts augmentent dans chacun de leurs domaines. Donc voilà, mais le contre-projet va dans le sens de l'initiative du centre, mais de manière peut-être plus travaillée. Très bien. Vous avez envie de peut-être poser une question à nos autres invités qui vont venir la semaine prochaine. On recevra notamment Madame Betchart-Narbel qui sera là sur le plateau la semaine prochaine. Vous avez peut-être une question pour elle en ce qui concerne justement ces deux premiers objets. Je vais y arriver, pardon. Je ne vais pas pouvoir lui poser une question piège parce que je partage et je suis aligné avec elle sur ce sujet parce que là je la connais bien. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais lui poser comme question ? C'est pas obligatoire. Hein. C'est pas obligatoire. Non, écoutez, on a la même vision sur cet objet, on est alignés, on fait campagne ensemble, l'UDC et le PLR. Donc, alors, oui, ma question, est-ce que
Alors, elle est aussi consciente, bien sûr, de la hausse des coûts, mais quelles sont, par exemple, les solutions que le PLR souhaiterait mettre en place afin de diminuer les coûts dans le domaine de la santé? M le média, l'instant politique. 7h22, l'instant politique avec mon invité Michael Buffa, conseiller UDC vaudois, merci, conseiller national UDC vaudois, pardon, j'ai oublié le national. Pardonnez-moi, monsieur Buffa, merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de ces 4 objets sur lesquels vous serez appelés à voter le 9 juin prochain. On a parlé des 2 premiers objets tout à l'heure, l'initiative d'allègement des primes et puis l'initiative pour un frein au coût. On va passer au 3e et 4e objet, initiative populaire pour la liberté et l'intégrité physique et la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûre reposant sur des énergies renouvelables. Elle est longue cette phrase, j'y suis arrivé. Très bien, en tout cas merci d'être avec nous ce matin. Commençons par le 3e objet. Votre avis sur cette initiative populaire pour la liberté et l'intégrité physique, un sujet qui nous ne parlerions pas s'il n'y avait pas eu le Covid, hein. Non, effectivement, c'est une initiative qui est faite suite aux mesures du Covid. Hein. Ça concerne principalement la vaccination. Où cette initiative, elle veut garantir en fait la liberté aux gens. Et pour mon parti, on soutient cette initiative, donc on recommande de voter oui, parce que nous, c'est quelque chose d'important, la liberté des gens, la responsabilité individuelle. Et puis, on peut difficilement admettre qu'un citoyen suisse soit discriminé, qu'il ait des mesures d'éloignement social ou autre, parce qu'il refuserait le cas échéant de se faire vacciner. D'ailleurs, on voit aujourd'hui, avec le recul sur la crise sanitaire, que peut-être il y avait 2-3 discriminations qui étaient imposées par le pass Covid ou autre, qui n'étaient pas forcément justifiées. Ouais. Mais aujourd'hui, on est libre quand même de... Ce texte sert-il vraiment à quelque chose ? Oui, alors effectivement, on est libre, mais par contre, la liberté, elle se retrouve limitée, qu'on dit, ben voilà, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas aller dans tel ou tel endroit, ou alors de dire, pour certains, de certaines professions, d'être forcé à être vacciné sous risque de devoir perdre son travail. Alors voilà. C'est une question de philosophie par rapport à la personne, à la personnalité, par rapport aux mesures de l'État. Alors moi, je suis plutôt, vous savez, moi je me suis vacciné toutes les fois, etc. Donc voilà. Mais je suis assez pour la liberté des gens, leur liberté individuelle. C'est pour ça que je soutiens cette initiative. Vous comprenez quand même qu'il y a une espèce de vague de doute autour de cette question aujourd'hui. On a traversé une période un peu compliquée, hein, quand même. Et là, visiblement, apparemment, vous êtes les seuls à vouloir promouvoir le oui. Hein. Oui, effectivement. Bon, vous savez, c'est souvent que l'UDC, on est les seuls contre tous les autres dans une vision politique, mais l'avenir nous donne souvent raison par la suite. Mais non, je crois que là, c'est peut-être pas forcément une question de couleur politique, d'être pour ou contre cette initiative. C'est peut-être une vision de la société, de l'État, de l'individu qui fait qu'on soutiendrait ou pas cette initiative. Lundi, je recevrai Céline Weber sur le plateau. Vous avez une question pour elle? Si elle était avec nous sur le plateau, qu'est-ce que vous lui demanderiez? Qu'est-ce que je pourrais lui demander? Déjà, comment elle va? Non, ça c'est peut-être par rapport à ce sujet. Sur l'initiative, non, je lui comme verte libérale. Dans le mot verte libérale, il y a aussi le mot libéral. Et puis, est-ce que c'est vraiment libéral que l'État impose des comportements aux citoyens, notamment en relation avec leur corps? Très bien, j'espère que vous écouterez sa réponse. Très bien, on va passer au 4e objet, si vous voulez bien. On va parler, à moins que vous ayez quelque chose encore à ajouter par rapport à cette 3e objet. 4e objet, la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûre. Quel long titre. Pardon? Quel long titre. C'est un long titre. Vous savez, fini, reposons sur des énergies renouvelables. C'est à vous. Vous savez, au début, lorsqu'on a commencé à travailler la loi, c'était plus simple. Je crois que on l'avait appelé la loi sur l'électricité, etc. Et c'est juste avant le vote final, sans demander l'avis du Parlement, que la commission de rédaction a voulu changer le titre pour le rendre un peu plus, entre guillemets, sexy pour la population. Mais au fait... Mais là encore, vous êtes à l'opposé des autres, hein. On est partagé à l'UDC. Alors l'UDC, en tant que parti, recommande clairement le non à ce texte. Moi-même, je suis assez partagé. Pour vous dire la vérité, je l'ai soutenu au Parlement. Et plus le temps avance, plus je remarque que c'est pas le bon texte, qu'il n'arrivera pas à atteindre de toute façon les objectifs. D'ailleurs, je suis
pas favorable non plus à ce qu'on se fixe toujours des objectifs en se disant d'ici 2030 on va faire ci, 2050. C'est vouloir s'imposer toujours des objectifs qu'on sait qu'on tiendra pas. Ouais. Je pense pas forcément que c'est quelque chose d'utile. C'est pour faire avancer les choses peut-être. Peut-être un peu, mais après ça sert à rien de se fixer des objectifs qui sont inatteignables. Nous l'UDC, on a toujours été favorable à un approvisionnement qui soit sûr. Pour nous, ce qui est important, c'est que on ait la garantie d'avoir de l'énergie en permanence et puis de l'énergie à un prix qui soit abordable. Et puis ça répond pas forcément à ces attentes ce texte. D'ailleurs, c'est pour ça à l'époque qu'on avait refusé la loi sur l'énergie en 2017. Parce que effectivement, aujourd'hui, on voit que ce qui nous est proposé, alors c'est louable les solutions. Moi, je suis favorable à ce que la Suisse, on augmente notre indépendance énergétique, qu'on ne soit pas dépendant des autres pays pour notre électricité. Mais là, c'est pas non plus. Vous savez, il y a une question de pesée d'intérêt entre notre besoin d'énergie et puis aussi nos paysages. Vous savez, la Suisse, on a un pays touristique. Hein. Le touristique, c'est un des éléments essentiels de notre économie. Et là, forcément, de vouloir défigurer tous nos paysages pour de l'électricité, qui produisent très peu en finalité, je pense pas que ça sera la bonne solution. Et cette loi, elle va dans le mauvais sens parce que cette loi, elle donne vraiment les pleins pouvoirs au Conseil fédéral de passer même au-dessus de la volonté populaire. On parlait au début de l'émission de la démocratie directe, le fait que ça soit le peuple qui décide et qui se trompe rarement le peuple dans ses décisions. Et là, par exemple, on ouvre une boîte de Pandore où le Conseil fédéral pourra prendre des décisions et passer par-dessus les volontés populaires pour imposer des éoliennes ou des parcs solaires. Et ça, je trouve que c'est pas une bonne chose. J'entends bien, mais c'est quand même plus joli ou moins moche, on va dire, une éolienne ou des panneaux solaires sur un toit qu'une grosse cheminée d'une centrale atomique. Bah, s'il n'y a qu'une cheminée dans un endroit précis, non. Parce que les éoliennes, il faut voir le nombre. Vous savez, il manquera, avec la loi, on a besoin de 45 TWh de production électrique d'ici 2050. Il faut, rien que pour en faire 10, il faut 2000 éoliennes. Vous imaginez, ça fait 2000 éoliennes de toute la Suisse. En effet, ça fait quelques... Moi, je dis toujours, le canton de Vaud, en gros, c'est un dixième de la Suisse. Ça voudrait dire qu'il faudrait mettre 200 éoliennes dans le canton de Vaud. C'est un désastre, non, c'est pas possible. Mais c'est compliqué parce qu'on veut trouver des solutions, mais personne n'est d'accord finalement de vouloir avoir soit une éolienne, soit des panneaux solaires sur son toit. Alors ça c'est sûr, tout le monde veut de l'électricité, mais on veut que ça soit chez les autres plutôt que chez nous. Mais là, il faudrait, pour arriver aux objectifs, comme je vous ai dit, un nombre d'éoliennes qui est extrêmement important. Alors moi, je vous dis directement, je suis pas du tout favorable à ces éoliennes. Moi, je suis plutôt favorable au principe des panneaux solaires dans le cadre du renouvelable. Je pense qu'on a beaucoup de toits, puis il faut mettre un maximum de panneaux sur ces toits. Pas forcément favorable non plus à des parcs solaires dans nos campagnes. Mais voilà. Mais le problème, conseil pour ou contre les éoliennes, le problème, c'est que le Conseil fédéral, on lui donne la compétence, s'il reconnaît un projet d'intérêt, de passer par-dessous les votations populaires et la volonté des populations locales d'installer en finalité ou pas une éolienne chez eux. Très bien. Donc vous, c'est plutôt quand même non pour cette initiative ou plutôt oui? Alors à la fin, je vais trahir un secret, j'ai mis un non sur mon bulletin de vote dans l'urne. Très bien, merci d'avoir répondu à toutes ces questions sur ces 4 objets. J'ai encore une question pour vous, Michaël Buffa. Si vous étiez en face de Michaël Buffa aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui demanderiez? Vous avez des questions, franchement? C'est un exercice rigolo, ça. Pardon? C'est un exercice original, ça. De se poser une question. Ou bien peut-être que vous avez envie de lui dire quelque chose à Michaël Buffa. Ouais, alors si, j'aurais peut-être envie de lui dire, c'est continue, parce que je sais que tu te bats pour tes idées, tu te bats pour ce que tu crois bien, tu te bats pour ce qui te semble. Alors bien sûr, en politique, on a tout le monde, je pense à cette vision-là, on se bat pour ce qui semble être bon pour la population, pour l'avenir du pays. Et puis vraiment, moi, une des choses qui me motive en politique, c'est de m'engager pour la Suisse, parce que je trouve qu'on a un pays qui est merveilleux. Je pense qu'on est le meilleur pays du monde. Et puis moi, j'ai envie de me battre pour que les générations futures elles puissent avoir la même Suisse que nous, on a reçue. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, M. Buffa? Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter aujourd'hui? Gagner les votations le 4 juin. Et puis, comme à tout le monde, comme à tous vos auditeurs, ce qu'on peut souhaiter, c'est de la santé. Et puis de pouvoir qu'on voit qu'il y a des guerres pas très loin de chez nous, qu'on puisse continuer dans notre pays à vivre en paix. Très bien. On vous souhaite tout ça. Vous avez choisi une musique ce matin, un titre de Michel Sardou. Allons danser. Qu'est-ce qui représente ce morceau pour vous? Et pourquoi avez-vous choisi ce titre? Vous m'avez demandé de choisir une chanson en relation avec les campagnes de votation. Ouais. Bon, c'était pas facile parce que, voyez, c'est pas facile. Assurance maladie, je sais pas, parce que j'aurais pu choisir comme chanson, je vais pas vous mettre Je suis malade ou autre. Non, c'est une chanson que j'aime beaucoup parce que, alors j'adore
Ça c'est un secret pour personne. J'adore le chanteur en question. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Et puis c'est une chanson qui est effectivement politique, où il y a des phrases fortes. D'où que tu viennes, bienvenue chez moi, mais respecte ceux qui sont venus avant toi. Se prendre en charge, pas charger l'État, dire aux enfants qu'on va changer l'éducation qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas, surtout qu'il faut travailler, que riche et célèbre, c'est un chèque en bois. Puis voilà, qu'on a le pays qu'on mérite, dans le sens où, notre pays, encore plus en Suisse que dans les autres pays, c'est nous qui décidons quel pays on veut avoir par nos votations. Et puis j'encourage toujours les gens à aller voter parce que c'est une chance qu'on a de pouvoir décider soi-même de son avenir. Merci, M. Buffard. Merci. Merci d'être venu ce matin, d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous avez passé un bon moment ? Toujours. Je vous dis à bientôt. À bientôt, j'espère. M le Média, les anecdotes de Knut. Bienvenue à la table de Knut. Bonjour Knut. Bonjour. Comment ça va ? Mais ça va merveilleusement bien. Merci d'être avec nous. Comme chaque vendredi, la gastronomie prend ses quartiers sur M le Média. Durant 1 heure, on va parler pâtisserie, je crois, tout à l'heure. On va parler pâtisserie avec 2 personnages extraordinaires que je me réjouis de vous présenter. Très bien, on a hâte de découvrir Antoine et Arnaud tout à l'heure autour de la table. Mais avant ça, moi, c'est mon moment préféré, c'est les anecdotes de Knut. Et Knut, j'ai cru comprendre que vous allez nous permettre de traverser la Manche. Exactement, parce que je viens de la traverser dans les 2 sens. Ouais. Le week-end passé, je suis allé à Londres. Et puis à Londres, alors bien sûr, j'ai vu toutes sortes de gardes sur des chevaux, de couronnes et de choses liées à la royauté et aux fleurs, puisque c'est la Chelsea Flower Show notamment, mais qui est une grande manifestation où les amateurs de jardins du monde entier viennent. Donc il y a 40 000 visiteurs. C'est complètement fou, je veux dire, c'est pas par jour. Mais enfin, entre deux, j'ai quand même mangé. Et puis, c'est pour ça, c'est ça que je vais... c'est ça, je n'ai pas mangé les fleurs. Non, exactement. Non, ça, heureusement pas. Ouais. Ou 1 ou 2 petites dans l'un ou l'autre plat. Mais enfin, bon, non, j'ai eu le plaisir de m'attabler chez Yotam Ottolenghi, qui est ce cuisinier anglo-israélien dont le monde entier s'arrache les livres. C'est assez fantastique de voir le succès que ce chef a. Il fait une cuisine, il faut dire, qui est très très moderne, qui est avant-gardiste, qui réinterprète le Moyen-Orient et la fusion avec beaucoup de talent. Et je n'avais jamais eu... Alors j'ai des livres à la maison, on a déjà tenté de cuisiner un peu maladroitement l'une ou l'autre de ses recettes, même si elles sont relativement simples. C'est quelqu'un qui vise l'efficacité. Et dans l'un de ses restaurants, parce qu'il en a 9 à Londres quand même, qui ont des profils très divers, mais enfin là c'était un restaurant, d'autres sont plus axé sur la partie sucrée. Mais là, on s'attable dans un très très bel endroit qui est un tout petit peu excentré par rapport au centre. Disons, on va faire ses courses habituellement. Mais enfin, on y accède très facilement. C'est un bel espace, c'est très moderne. Et le concept est moderne, lui aussi. On a une carte avec des entrées, des plats et des desserts. Jusque-là, rien ne vous surprend. Mais le service vient tout de suite vous dire qu'il n'y a pas besoin de prendre chacun tout le programme. Donc, on peut choisir, si on était 4 en l'occurrence, 4 entrées, 2 plats, et puis 1, 2, 3 ou 4 desserts si on est vraiment vorace. C'était fantastique. J'ai eu une suite de petits plats qui sont arrivés enfin, nous avons eu, puisque j'étais pas seul, du coup, on était 4, mais qui sont arrivés avec notamment un plat d'accompagnement. C'est une pomme de terre à l'ail noir confit. C'est une révélation. Je retournerai à Londres rien que pour manger cette pomme de terre. Exactement, oui, tout à fait. Mais enfin, il y a d'autres choses. Il y a du maquereau qui est magnifiquement dressé. On a eu des plats végétariens. On a eu ensuite un riz au lait inoubliable à la rhubarbe. Donc, j'aimerais bien vous inciter à aller à Londres un de ces jours, d'aller vous attabler chez Rovi, c'est le nom du restaurant où je suis allé, et de vous aussi, comme le monde entier, comme la planète gastronomie, dans son ensemble, applaudir ce que fait ce monsieur Ottolenghi, parce que vraiment, j'y suis allé un tout petit peu un peu en frais dans des cas de fer, comme on dit, parce que j'aime pas tellement les tendances, puis quand on me dit que c'est tellement génial, et puis que tout le monde y va, je me dis que finalement c'est peut-être pas pour moi.
je dois dire, c'était aussi pour moi et j'en suis ravi. Bon, bah écoutez, la prochaine fois, on délocalise avec vous, on va là-bas. Allons à Londres, c'est ça, faisons comme ça. Johan Ottolenghi, c'est ça? Et Yotam Ottolenghi, exactement. Ottolenghi. Oui, tout à fait. Oui, qui est un type fantastique et que je n'ai pas vu. Il n'était pas sur place parce que quand on a 9 restaurants, on ne peut pas être partout. Mais il est très bien secondé. Donc tout ça joue très bien. Et puis maintenant, effectivement, d'ici quelques minutes, on aura d'autres personnages fantastiques. Oui, alors on va plus jouer locaux. le décor, là, du coup. Pas besoin d'aller à Londres cette fois. Ouais. Non, par contre, on va découvrir Antoine et Arnaud et leur univers, leur pâtisserie, puisque ce sont des as de la pâtisserie. Exactement, de la pâtisserie, de la viennoiserie en particulier, les croissants, je ne vous dis pas, c'est une vraie tuerie. M le Média, la table de Knut. Antoine, originaire de Bretagne, et Arnaud de Fribourg ont uni leurs talents pour ouvrir une pâtisserie en Suisse avec des parcours riches. Antoine en tant que chef de production à la Tour de Paix et Arnaud formé au Beau Rivage Palace, au Royal Savoie à Lausanne et au Four Seasons à Genève. Ils se sont fait remarquer lors d'un concours international représentant la Suisse à la Coupe du Monde de pâtisserie en 2021. Passionnés par des produits simples et gourmands, ils ont créé une boutique chaleureuse axée sur les saveurs d'enfance et une démarche éco-responsable favorisant les producteurs locaux et les emballages recyclables. On reçoit ce matin sur le plateau Arnaud Douce et Antoine Chopin avec leur boutique, on peut l'appeler comme ça, à Carré. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie. Merci d'être là ce matin. Alors, encore les gourmands, encore de la gourmandise. Oui, c'est clair. Matin, avec moi, il y a toujours un petit dénominateur commun, c'est il faut que ce soit bon. Et puis, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un bureau en ville. Et puis, ce bureau en ville, heureusement, il n'est pas trop loin de Carré, que j'ai donc découvert. Ça fait 8 mois maintenant que vous avez ouvert, hein. Tout à fait. On a ouvert début septembre à Marteret, donc. Oui, c'est ça. Boutique chaleureuse, comme vous l'aviez dit. Ouais. Toute petite, hein. Toute petite boutique. Oui, c'est vraiment c'est un écrin, mais ça tombe bien parce qu'effectivement ce que vous y vendez, tous vos produits, ce sont un peu des œuvres d'art, ce sont un peu des bijoux dans leur genre, donc l'écrin ça va très bien. Pourquoi ça s'appelle à Carré ? Alors à Carré, en fait, c'était un jeu de mots, si on peut dire, entre nos deux prénoms, Arnaud et Antoine, donc, et avec le A de chaque prénom et le petit côté mathématique A au carré, voilà. A fois A. A fois A égale A carré, d'accord, excellent. Vous arrêtez de dire des fois que vous n'en avez rien à carrer. Non, même pas. Mais... Pas encore, après 8 mois. Non, mais... Il faudrait pas. Oui, exactement. Oui. Mais par contre, on peut dire qu'on est carré dans ce qu'on fait. Oui. C'est la deuxième question. Et oui, justement, mais alors, dans cette boutique, ce qu'on trouve, ce qui est fantastique, c'est quand on passe devant, on ne peut pas ne pas s'arrêter. Disons, si on est un tant soit peu gourmand, c'est une sorte d'aimant. Alors, comment vous est venue l'idée de créer cette boutique à cet endroit ? Marteret, c'est une très jolie rue qui est habitée, qui est sympathique. Après, en même temps, c'est pas la place Saint-François. Donc, alors pourquoi la rue Marteret ? Comment ça s'est fait ? La rue Marteret, ça s'est fait tout simplement un peu par un concours de circonstances parce qu'on connaissait l'ancien locataire qui souhaitait remettre aussi et qui nous a parlé de ce projet et c'est vrai que ça coïncidait pas mal avec les dates qu'on avait. On avait la possibilité au début de pouvoir créer notre laboratoire à l'arrière, avoir la proximité vraiment avec les clients et avoir cette idée aussi que le client puisse voir la production, voir qu'est-ce qu'on fabriquait, comment on le fabriquait. C'est pour ça qu'on a installé une verrière donc, dans l'établissement. Et l'idée aussi, c'était de ne pas avoir de tea room, de ne pas avoir de place assise forcément dès le départ, mais vraiment que les gens prennent du plaisir juste à venir discuter un petit moment, bien sûr, avec nous, mais pouvoir consommer des bons produits simplement. Voilà, et donc c'est un endroit qui est très sobre, qui est élégant, tout est blanc et noir, à part les produits évidemment. Et puis ces produits, bien parlons-en un tout petit peu. Alors vos croissants ont été élus meilleurs croissants de Lausanne par Le Gomio, dont je ne suis pas très loin. Mais c'est vrai que assez régulièrement j'en mange et c'est chaque fois un vrai bonheur. Mais vous ne faites pas que des croissants. Quel est l'assortiment ? On aura plutôt une gamme, on va dire, généralement de biscuiterie, viennoiserie et chocolaterie. On a voulu vraiment se consacrer sur ces 3 groupes de produits pour éviter de trop s'éparpiller.
d'une cause, à cause de la place, on a comme on a dit, une oui, évidemment, c'est petit, exactement, on peut pas non plus. Et voilà, on voulait pas s'éparpiller, on préfère avoir une gamme plus concentrée et varier les parfums assez régulièrement. Et puis alors donc justement à part les croissants, il y a aussi des chocolats. Vous en avez devant vous d'ailleurs en ce moment. Ceux qui nous voient à l'écran peuvent voir ces chocolats qui nous font de l'œil, n'est-ce pas? Absolument. Et des biscuits dans des très belles boîtes, toutes sobres et tout. Il y a des cannelés bordelais aussi, des flans. Merveilleux flans, hein, eux aussi. Alors cet assortiment, ce sont des choses que vous avez appris l'un après l'autre dans les différents endroits où vous avez travaillé, ou est-ce que ce sont des créations totalement maison? Alors l'objectif c'était aussi de pouvoir revenir aux produits que tout le monde aimait, aussi les produits simples mais bien faits. C'est vrai qu'on oublie assez souvent ce genre de choses en partant dans des produits très sophistiqués parce qu'on a besoin de se dire c'est sophistiqué donc ce sera bien, mais on a voulu remettre vraiment ça au centre de la table en se disant ok, une amandine aux poires, un flan, un bon croissant, c'est quelque chose qui peut être bon, très bien fait, mais vraiment très simplement. Et c'est comme ça qui est venue l'idée aussi de repartir sur les cakes aussi, que vous pouvez voir de temps en temps. Qui sont d'ailleurs magnifiques, il faut le dire aussi. Hein. Merci beaucoup, et qui permet d'avoir ces produits qui sont à nouveau simples, que tout le monde peut faire à la maison, et que tout le monde a envie de manger, mais avec une petite touche punchy, on va dire, que ce soit du caramel dessus, du chocolat, au gré des saisons, des agrumes ou de la griotte par exemple, et qui permet vraiment... Je me permets quand même de rectifier, tout le monde peut les faire à la maison, c'est vrai, on peut tout faire à la maison, hein. Je veux dire, on peut s'acheter le livre de l'hôtel de ville de Crissier et se dire, aujourd'hui, on fait Crissier. Après, le résultat n'est pas toujours exactement le même, donc je pense que c'est un petit peu la même chose quand je vois défiler derrière vous, qui me remémore un peu les magnifiques choses que vous avez en vitrine. Disons, quand je me mets au fourneau, ça n'a pas cette tête-là. Donc, prendre des cours. Oui, c'est ça, exactement. Oui. C'est peut-être une option d'ailleurs. M le Média, la table de Knut. La table de Knut qui vous fait déguster de bons biscuits, de bons chocolats ce matin avec akari-suisse.ch, une boutique à Lausanne, mais pas que, on va en parler d'ici quelques instants. On est toujours avec Arnaud Douce et Antoine Chopin qui a changé de place. Exactement. C'est mieux ce côté ou c'était mieux l'autre côté? C'est égal. C'est égal. Bon. Ça va aussi là. Ça va aussi. Bon, quoi qu'il en soit, merci à tous les deux d'être avec nous et puis on va en savoir un petit peu plus. Justement, puis à propos de changement de place, alors est-ce que vous allez changer de place? Parce que je me suis laissé dire qu'il y avait des projets. Alors il y a des projets, le futur est proche bien sûr et les ambitions ne manquent pas. Maintenant ouvert depuis 8 mois à Marteret, on a envie aussi de faire découvrir nos produits ailleurs. Oui. Et donc on est sur le projet d'ouvrir une deuxième boutique courant de l'été. Et dans les périphéries de Lausanne, avec une gamme un peu changeante par rapport à ce qu'on fait maintenant et dans l'évolution surtout. Alors on retrouvera nos produits phares, on va dire les croissants, le flan seront là bien sûr, mais les subtilités sur le salé arriveront aussi. Très bien, et puis périphérie de Lausanne, on peut dire un peu quel côté, plutôt ouest, plutôt est, plutôt nord. Les deux. Au sud, c'est plus difficile. Oui, c'est ça. Un radeau. Alors, on ne sera pas dans le lac, mais on se rapproche du lac, plus direction Puy. D'accord. Alors, ça tombe bien, parce que moi, j'habite Puy, donc je sais qu'au moins, je trouverai ça non seulement au bureau, mais aussi près de la maison. C'est magnifique, oui, tout à fait. Donc, beau projet. Et puis, mais enfin, tous ces projets, alors vous êtes deux. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Comment est né le premier projet, le A-Carré? Le Akari est né finalement après notre rencontre. On s'est rencontrés quand on a préparé la Coupe du Monde. D'accord, mais donc là, vous ne vous connaissiez pas? Non. Parce que ça se passe comment, cette Coupe du Monde? Donc vous êtes une équipe ou comment est-ce que... Exactement, on était une équipe. Vous n'étiez pas que deux? Non, on n'était pas que deux. Il y avait Nicole aussi qui était avec nous, Nicole Notaire. Oui. Donc en fait, on était coaché par Patrick Beauvon. C'est le duo créatif. Exactement, donc, entre autres. Et donc à ce moment-là, moi j'étais responsable de production là-bas. J'ai commencé la préparation de la Coupe du Monde. Et c'est là que Arnaud et Nicole sont arrivés vers moi parce qu'ils cherchaient une autre personne. Et du coup, voilà, c'est là qu'on a appris à se connaître, à travailler ensemble. Ouais, la préparation a été
longue aussi parce que c'est vrai que c'est tombé durant le Covid et la préparation est tombée durant le Covid. On a fait plus ou moins 1 an et demi de préparation pour cette Coupe du Monde. Donc quand vous dites 1 an et demi de préparation, c'est quoi? C'est tous les jours, c'est toutes les semaines, c'est quotidiennement individuel, on va dire, et chacun de son côté. Ensuite hebdomadaire ensemble, et le 2 derniers mois on a pu bénéficier aussi d'une cuisine à disposition à Morges pour s'entraîner quotidiennement, et dans lesquels on s'entraînait, on va dire, des tests à blanc comme le jour de la compétition. Parce que le jour de la compétition, on vous demandait quoi? Alors on avait donc 10 heures, on nous demandait de faire des entremets chocolat, des entremets glacés, des desserts assiettes, une pièce en chocolat et une pièce en sucre. D'accord, oui, donc c'est un joli programme comme ça, oui. C'est un joli programme sur 10 heures, donc chacun avait plus ou moins ses spécialités. Nicole Notaire, venant des États-Unis, s'occupait principalement de la partie chocolat. Pièce artistique, Antoine de la partie dégustation, donc tout ce qui était entremets et dessert à l'assiette. Entre guillemets aussi la partie la plus importante du concours parce que c'est jugé, on va dire, à 70% là-dessus. D'accord. Et pour ma part, la partie artistique en sucre. D'accord, partie artistique en sucre, c'est-à-dire ce sont des constructions pour présenter ou comment C'est ça, donc la pièce était imaginée autour et le thème de la pièce était Farm to Table. Donc on a voulu représenter ça aussi par une roue de tracteur sur le bas de la pièce en chocolat avec tout ce qui venait de la terre. Donc on avait un sac de pommes de terre qui était sculpté, on avait des plants de tomates, on avait ce genre de choses, et au centre de la pièce on avait à nouveau la deuxième partie, on va dire, avec une table en sucre et tout un bouquet, on va dire, plus organique. Et donc tout ça doit être comestible, en fait, même si évidemment ça n'est pas voué à être mangé. Mais c'est ça, oui. C'est ça, tout est comestible, donc la partie du sucre, la partie chocolatée, entièrement sacré comestible. Stress à part ça, j'imagine, une Coupe du Monde comme ça. Exact, oui, c'est pas n'importe quel enjeu, et c'est vrai que c'est assez impressionnant. On est là tous ensemble, plusieurs pays réunis devant un espace d'exposition rempli. En tout, il y a combien de candidats qui se préparent, qui se proposent? Il y avait 21 équipes, sauf erreur. Quand nous on a participé, il y avait 21 équipes. C'est vrai que c'était un tout petit peu restreint, parce que d'habitude ils sont 25 ou 26, mais de par le Covid... Tout ça, oui, évidemment, ça c'est un peu réduit tout ça. Et c'est donc suite à ça que là où vous êtes connus, puis vous êtes dit, lançons-nous ensemble. L'idée est venue principalement d'Antoine, surtout, de se dire on avait envie de monter quelque chose. Moi, c'est vrai que j'ai fait 10 ans d'hôtellerie. L'hôtellerie, incroyable, milieu merveilleux, mais l'envie de changer, de redescendre sur terre un petit peu et de se dire avec des produits qui rassemblent. Et là, Antoine me disait, le fait de faire de la pâtisserie, c'est vrai que c'est du gaspillage aussi en fin de journée, c'est gaspillage dit perte, mais c'était de se dire quel produit est-ce qu'on pourrait trouver pour mettre en avant notre savoir-faire, mais surtout qui rassemble. Et puis, donc, l'idée, justement, c'est d'avoir une démarche qui soit cohérente jusqu'aux emballages, quoi. Disons, en fait, c'est des produits jusqu'à l'emballage, d'avoir des produits, si possible, de proximité. Alors c'est ça, le but c'est vraiment de travailler le plus possible avec le local, à nouveau, donc que le beurre vienne de Fribourg, que la farine vienne d'Échallens, et c'est vraiment important. Et de par le packaging aussi, en carton, le but était exclusivement d'enlever le plastique au maximum, donc chose qu'on arrive à faire, et ça permet d'avoir un emballage qui est sophistiqué, qui est dans l'air du temps, mais sans plastique, moderne, sans plastique, épuré, et qui permet surtout aux gens de se dire j'ai fini ma boîte. Alors on a des clients qui viennent au magasin pour remplir leur boîte, ce qui est chose vraiment amusante, mais on a aussi des clients qui nous disent c'est bien parce qu'il me suffit de la mettre au carton. Oui, c'est ça exactement, et puis au moins c'est pas perdu, disons, jusqu'au bout, disons, c'est recyclable en tout cas. C'est très bien. Et puis alors au niveau produit, est-ce que vous avez des projets? Alors niveau produit, à nouveau, comme je disais tout à l'heure, la gamme salée va arriver gentiment, aussi pour notre deuxième point de vente. Après, Quand tu dis la gamme salée, c'est-à-dire c'est du pain, c'est... Alors ça sera pas du pain, ça sera vraiment quelque chose de plus snacking, quelque chose plus à emporter. Plus à emporter, à manger sur le pouce, voilà, toute une gamme qui change un petit peu aussi de ce qu'on fait maintenant, mais qui reste à nouveau avec des bons produits, que ce soit du fromage à raclette, que ce soit du bon jambon, que ce soit ce genre de choses.
média, la table de Knut. Merci d'être avec nous, excellent début de journée. Acarré-suisse.ch pour en savoir un petit peu plus sur nos invités Arnaud Douce et Antoine Chopin qui nous font le plaisir d'être avec nous. Une boutique qui va ouvrir tout prochainement durant courant l'été, on va dire. Exactement, et puis ça c'est une surprise. C'est une surprise. Exactement, nous le dévoilons en primeur. Et une que vous pouvez déjà retrouver dès maintenant. La rue Marteret à Lausanne, toute petite mais très très belle et puis pleine de bonnes choses. C'est c'est marqué sur la vitre. Mardi au samedi, 6h30, 18h30 et dimanche, 7h30, 16h. Ah oui, c'est ouvert le dimanche, oui c'est vrai, c'est exactement. C'est assez amusant parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, on ne pense pas à cette rue-là pour aller un dimanche, mais c'est bon à savoir. Je retiens ça. Alors on n'y passe pas forcément, c'est vrai, mais on a une belle clientèle de quartier quand même. Le centre de Lausanne est tellement mort au niveau disons, de ce type de produit le dimanche que c'est vrai que c'est une aubaine. Donc, et c'est vrai que sous gare, il y a une jolie offre qui est faite par nos amis Bread Store. Oui, notamment. J'ose les nommer. Oui, mais ils sont aussi venus déjà. Oui. Et qui sont très bien pour le pain et la viennoiserie. Mais c'est vrai qu'en-dessus de la gare et dans le quartier de la place, en dessus de la place Saint-François surtout. Non, tout est fermé. Il y a vraiment rien. Oui, il y a vraiment rien donc, et ça nous permet vraiment d'attirer une nouvelle clientèle aussi de personnes qui ont envie d'une viennoiserie le matin parce que le reste de la semaine ils sont en déplacement, parce que le reste de la semaine ils n'ont pas le temps tout simplement. Oui. Et c'est vrai qu'on commence à se faire un petit nom le week-end et c'est vraiment agréable. Ah, c'est clair, les croissants du dimanche, si ça peut être les meilleurs de Lausanne, pourquoi pas. Il est temps de passer à la rafale de questions. Arnaud et Antoine, vous êtes prêts? On va faire chacun son tour. Qui c'est qui commence? Allez, je lance. C'est Antoine qui commence, c'est Antoine qui se lance. C'est 1 minute avec plein de questions. Vous répondez le plus sincèrement possible. Et puis, mais rien de méchant, vous inquiétez pas. Vous êtes prêts? On y va? Ouais, c'est tout. C'est parti. La rafale de questions. Bon, votre métier, c'est le plus beau métier du monde? Mais bien sûr. Ouais, et pour vous aussi? Bien entendu. Quel est l'aliment le plus bizarre que vous ayez mangé? Bizarre. Vous avez droit au joker, hein, ça tourne, le chrono tourne. Ah, joker alors. Si vous deviez consommer un seul aliment pour le reste de votre vie, lequel choisisseriez-vous? Du fromage. Du fromage, tiens. Quel est le meilleur dessert que vous ayez jamais mangé? Une tarte aux pommes. Quel est l'aliment que vous aimez le moins? Ah, la cannelle. Êtes-vous plutôt salé ou sucré? Plutôt salé. Quel est votre dessert favori? Le millefeuille. Le repas qui vous a le plus marqué? Une fondue. Aimez-vous les produits CC? Aimez-vous le Cénovis? Pas le moins du monde, malheureusement. Ça, je comprends. Non. Quelle est votre recette pour séduire? La tarte au citron. Ah, ça c'est pas mal, la tarte au citron. Et pour vous? Voilà. Le Saint-Honoré? Saint-Honoré, mais c'est bien aussi, pas de souci. Et vous avez choisi tous les deux un titre qui s'appelle Basto, Again and Again. Pourquoi ce titre? De par le fait surtout que c'est vrai que ça rappelle pas mal de souvenirs, surtout durant la Coupe du Monde et durant la préparation, parce que c'est vrai que c'est une musique qui est assez entraînante, on va dire, et qui rappelait aussi, et heureusement et malheureusement, notre quotidien, parce que comme on parlait tout à l'heure des entraînements, pendant 2 mois on a fait entraînement sur entraînement et chaque semaine c'était identique, et c'est pour ça, Again. Ah oui, bien. Encore et encore. Et pour vous? C'était la même, justement. On l'a choisi ensemble. Vous l'avez choisi ensemble. Exactement. Vous travaillez en musique? Tout dépend du moment de la journée. C'est vrai que le matin, ça aide un petit peu à se motiver, à se lancer. Après, des fois, un petit peu. Vous commencez à quelle heure le matin? Actuellement, on commence à 3h30. D'accord, quand même, oui. Pas plus tôt que nous, quand même. Oui. On avait déjà l'impression de... Oui, c'est ça exactement. Oui. Non, déjà nous on a l'impression d'être très très matinaux, mais oui effectivement il y a donc pire. Ouais. Exactement, il y a plus de sacrifices. En tout cas, bravo. Hein. Oui, magnifique. Merci. Et donc là, donc un projet de 2e point de vente. Du salé qui va apparaître en plus grand nombre. Autrement, quel est l'avenir de Acarré? L'avenir d'Acarré, c'est surtout pouvoir se projeter ensemble dans la gourmandise à nouveau et tout ce qu'on va pouvoir développer là autour et des produits qu'on pourra développer là autour, que ce soit de la glace pour cet été à nouveau,
qu'on a envie de développer et qui sera développé, on va dire, courant du mois de juin dans notre boutique de Marteret. Puis dès cet hiver, utiliser le local qu'on a à Marteret et l'espace qu'on a à l'arrière pour proposer des cours de pâtisserie. Donc vraiment... On en parlait avant. Donc, je pourrais apprendre à faire des pâtisseries en espérant arriver au résultat. Vous ne saviez pas où partir en vacances. Exactement. Bien sûr, cours de pâtisserie axé vraiment sur à nouveau des produits que tout le monde aime, des produits qu'on retrouve au magasin et que on souhaite les gens pourront refaire chez eux. D'accord. Bien, merci à tous les deux en tous les cas. Merci Arnaud et merci Antoine. Merci à vous. On vous souhaite plein succès pour la suite. Merci infiniment. Merci. Vous avez passé un bon moment? Très bon moment. Nous on a hâte de goûter ce que vous avez amené. Voilà, exactement. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Et on Magnifique. vous retrouve également sur le site internet acari-suisse.ch. Bon vent à tous les deux.